Je ne parle pas de la conduite de mon père à la Convention, tout le monde la connoit, sa dignité, sa fermeté, sa douceur, sa bonté, son courage au milieu d'assassins altérés de son sang, sont des traits qui ne s'oublieront jamais, et que la postérité la plus reculée admirera dans tous les temps. Il revint à 6 heures à la tour du temple avec le même cortège. Ma mère et nous tous avions été très inquiètes. Ma mère, entendant le tambour, avoir fait l'impossible auprès du municipal qui la gardoit pour apprendre ce qui se passoit. Cet homme n'avoua jamais voulu le dire. Ce ne fut qu'à 11 heures, à l'arrivée de mon frère, que nous la prîmes. Quand elle le vit, elle dit qu'elle est toi tranquille, parce qu'elle savoit mon père au sein de la Convention. Quand mon père fut rentré, elle demanda ardemment de le voir. Ma mère le fit demander à Chambon et n'en reçut point de réponse. Mon frère passa la nuit chez ma mère, il n'avoua pas de lit, ma mère lui donna le sien. Le lendemain, ma mère redemanda à voir mon père et à avoir des journaux pour connaître son procès. Elle demanda au moins que si elle ne pouvait voir mon père, cette permission fût accordée à mon frère et à moi. On porta cette demande au conseil, les journaux furent refusés. On nous permit à mon frère et à moi de voir mon père, qui dit que quelque plaisir qu'il eut de voir ses enfants, les grandes affaires qu'ils avoient ne lui permettoient pas de s'occuper de son fils, et que sa fille ne pouvait quitter sa mère. Il fit monter le lit de mon frère. La Convention va voir mon père. Il demanda des conseillers, de l'encre, du papier et des rasoirs pour faire sa barbe. Toutes ces demandes furent accordées. Messieurs de Malesherbes et de Sèze, ses conseillers, vinrent le voir. Ils étaient souvent obligés, pour bien parler, d'aller dans la tourelle, afin de n'être pas entendus. Mon père ne descendait plus au jardin, ni nous non plus. Mon père ne savoit de nos nouvelles, et nous des siennes, que par les municipaux, et bien strictement. J'eus mal aux pieds. Mon père le sut et montra sa bonté ordinaire en s'informant exactement de ma santé. Ma famille trouva dans cette commune quelques hommes charitables qui, par leur sensibilité, adoucirent ses tourments. Ils assurèrent à ma mère que mon père ne périra pas et que son affaire sera renvoyée aux assemblées primaires qui le sauvera certainement. Le 26 décembre, jour de Saint-Étienne, mon père fit son testament, parce qu'il croyait être assassiné en allant à la Convention. Ce jour-là, mon père fut encore à la barre avec son courage ordinaire, et laissa à monsieur de Sèze le soin de lire sa défense. Il partit à 11 heures et revint à 3 heures. Mon père voyoua tous les jours ses conseillers. Enfin, le 18 janvier, le jour auquel le jugement fut porté, les municipaux entrèrent à 11 heures chez mon père et lui dirent qu'ils avaient ordre de le garder à vue. Mon père demanda si son sort était décidé, ils l'assurèrent que non. Le lendemain matin, monsieur de Malesherbes vint apprendre à mon père que la sentence était prononcée. Mais sire, Ajouta-t-il, les scélérats ne sont pas encore les maîtres, et tout ce qu'il y a ici d'honnêtes gens viendront sauver votre majesté, ou mourir à ses pieds. non, monsieur de Malesherbes, dit mon père. Cela exposera beaucoup de monde. Mettra la guerre civile dans Paris. J'aime mieux mourir, je vous prie de leur ordonner de ma part de ne faire aucun mouvement pour me sauver. Il ne put plus voir ses conseillers. Il donna une note aux municipaux pour les redemander et se plaindre de la gêne qu'ils avoient. Ayant si grandes affaires d'être toujours gardés à vue, on ne fit aucune attention à ces demandes. Le lendemain, 20 janvier, Garat, ministre de la Justice, et les autres membres du pouvoir exécutif vinrent lui notifier sa sentence de mort pour le lendemain. Mon père l'écouta avec courage et religion. Il demanda un sursis de 3 jours, pour savoir ce que deviendra sa famille et avoir un confesseur catholique. Le sursis fut refusé. Garat assura à mon père qu'il n'y avait aucune charge contre sa famille. On la renverra hors de France, et ensuite lui amena le confesseur l'abbé Égeorges de Firmont. Mon père dîna comme à l'ordinaire, ce qui surprit beaucoup les municipaux, qui croyaient qu'il se tuerait. J'appris ma sentence de mort de mon père le dimanche par les colporteurs, à 7 heures du soir. On vint nous dire qu'un décret de la Convention nous permettait de descendre chez mon père. Nous courûmes chez lui et nous le trouvâmes bien changé. Il pleura de notre douleur et non de sa mort. Il raconta à ma mère son procès, excusant les scélérats qui le faisaient mourir. Il répéta à ma mère qu'on voulait les assemblées primaires, mais qu'il ne les voulait pas, parce que cela nettoie le trouble dans la France. Il donna ensuite de bonnes instructions religieuses à mon frère, et lui recommanda surtout de pardonner à ceux qui le faisaient mourir. Il donna sa bénédiction à mon frère et à moi. Ma mère désira extrêmement que nous passions la nuit avec mon père. Il le lui refusa, ayant besoin de tranquillité. Ma mère demanda au moins de revenir le lendemain. Mon père lui accorda, mais quand nous fûmes partis, il demanda aux gardes que nous ne redescendions pas, parce que cela lui faisait trop de peine. Il revint ensuite avec son confesseur, il se coucha à minuit, dormit jusqu'à 4 heures, qu'il fut éveillé par les tambours. À 6 heures, l'abbé dit la messe, à laquelle mon père communia. Il partit sur les 9 heures, en descendant l'escalier. Il donna son testament à un municipal. Il leur remit ensuite une somme d'argent que M. de Malesherbes lui avait prêtée et pria de la lui faire remettre. Mais ils la gardèrent pour eux.
Il rencontra ensuite un guichetier qu'ils avoua repris un peu brusquement la veille. Il lui tendit la main en disant « Mathey, je suis fâché de vous avoir offensé, je vous prie de me pardonner. » Il lut les prières des agonisants dans le chemin. Arrivé à l'échafaud, il voulut parler au peuple. Santerre l'en empêcha en faisant battre le tambour. Son discours fut entendu de peu de monde. Il se déshabilla tout seul. Il se fit lier les mains avec son mouchoir et non avec une corde. L'abbé qui le suivit, au moment qu'il allait mourir, « Allez, lui dit-il, fils de Saint-Louis, les portes de l'éternité vous sont ouvertes. » Il reçut le coup de la mort le 21 janvier 1793, un lundi à 10h10. Ainsi périt Louis XVI, roi de France et de Navarre, âgé de 39 ans, 5 mois, 3 jours, après avoir régné 18 ans et avoir été en prison 5 mois et 8 jours. Tel fut la vie du roi, mon père, pendant une rigoureuse prison. On n'y vit que piété, grandeur d'âme, fermeté, douceur, courage, bonté, patience à supporter les plus horribles calomnies, à pardonner de tout son cœur à ses assassins, grand amour de Dieu, de sa famille et de son peuple, dont il donna les marques jusqu'à son dernier soupir, et dont il a été recevoir la récompense dans le sein d'un Dieu tout-puissant et tout miséricordieux. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Dites-moi pourquoi il dort encore. Qui sont donc ces soldats qui l'honorent dans ce pays où la vie est soleil sur cette terre?